Le soleil pointe timidement à l'horizon. Le brouillard, maître de la nuit, se dissipe, et un paradis naturel s'offre à nos yeux. Des forêts de conifères poussent sur les rochers. Le maquis désertique recouvre le fond du canyon, et le fleuve Colorado émerge comme une oasis sinueuse au milieu de l'aridité. Les jardins suspendus, défiant la gravité, règnent dans les hauteurs. Pendant ce temps, sur les pentes sèches, la végétation résiste au soleil ardent. Et dans un contraste sans pareil, les forêts boréales, accrochées au sommet, se teintent de chutes de neige. Voici le Grand Canyon, un abîme de beauté naturelle au cœur de l'Amérique du Nord. Dans cette immense cicatrice de la géologie du continent apparaît une mosaïque inédite de biomes, vitrine de l'imagination du créateur. Ici, là où le plateau s'ouvre sur un abîme imposant de plusieurs kilomètres de profondeur, un paradis pour la faune sauvage émerge des profondeurs de la terre. Au fond de la vallée, les castors vivent dans leurs terriers, profitant des affluents sans fin de la rivière. À des milliers de mètres d'altitude, dans les broussailles désertiques, blaireaux et lapins survivent dans un biome où la chaleur aride est la seule constante. Dans les forêts de pignons de pin, le géocoucou se distingue comme un autre exemple de la biodiversité de ce refuge naturel. Pendant ce temps, dans les denses forêts boréales, les bisons costauds endurent le froid et l'humidité des hautes altitudes. Cependant, dans ce qui semble être un paradis pour la faune, les prédateurs ne peuvent pas attendre pour instiller leur terreur, transformant cette oasis animale en leur domaine. Au milieu des zones désertiques, du sable aride, surgit le redoutable serpent à sonnette, prêt à injecter tout son venin, instillant la peur chez toutes ses proies et provoquant une mort atroce et douloureuse. Non loin de là, le coyote, chasseur expérimenté, ne veut pas supporter la faim et se met en tête de capturer tout rongeur qui s'approche de son territoire, déployant toute sa férocité et sa ruse. Et dans les denses forêts de sapins des hautes terres, le puma sauvage se déplace comme une ombre, traquant les troupeaux de cerfs mulets, attendant le moment idéal pour les traquer et satisfaire son appétit sans fin. Peu importe où il se cache, dans chaque recoin de cet empire animal, il est pratiquement impossible d'échapper à la loi du plus fort, où les prédateurs punissent les plus faibles de leurs morsures. Situé dans le nord-ouest de l'Arizona, dans le Far West américain, le Grand Canyon est une excavation de plus de 400 km de long, d'environ 29 km de large, avec une profondeur qui atteint jusqu'à 1800 mètres. Formé il y a environ 6 millions d'années, le Grand Canyon est une gorge creusée par l'érosion causée par le débit du fleuve Colorado en conjonction avec le soulèvement du plateau. L'érosion de la roche au cours de millions d'années a façonné le relief de ce lieu unique au monde, tout en créant un ensemble de biomes impressionnants. Dans le Grand Canyon, les températures, comme la vie elle-même, sont régies par l'altitude. Alors qu'au plus profond des fouilles règne souvent un climat chaud, où la chaleur est souvent l'un des plus grands ennemis de la survie, plus haut dans la vallée, le froid est une constante, avec des hivers où d'imposantes chutes de neige envahissent le paysage. Tout au long de l'année, ces changements de température et de biome créent un monde de paysages, à quelques centaines de mètres seulement, qui, tout en représentant un spectacle sans précédent, peut également constituer un défi pour la survie de ses habitants sauvages. Aucune espèce n'est probablement aussi bien adaptée à la vie dans cet habitat privilégié, mais exigeant, qu'une énorme bête noire, haute de 3 mètres et pesant environ 280 kg. Vivant au plus profond de la forêt sur la rive nord, l'ours noir est capable de survivre aux conditions météorologiques changeantes et à la faune trépidante du Grand Canyon.
Avec un pelage droit aussi foncé que la nuit, il n'est pas difficile de deviner d'où vient son nom. Ce mammifère imposant est probablement l'une des espèces les plus majestueuses que l'on trouve dans cet écosystème reculé. Bien qu'avec un ensemble de griffes rétractables acérées et une morsure puissante, il semble qu'il soit à l'affût pour dévorer sa prochaine victime, la vérité est que ce colosse préfère ne pas être limité aux restrictions d'un régime carnivore, consommant jusqu'à 75% de son alimentation en matière végétale. Dans cet esprit, les herbes, les noisettes, les pignons de pin, les baies et les pommes sont des cibles de choix pour la puissante bouchée de ce géant affamé. Pour compléter leur alimentation avec un peu de protéines, les guêpes, les fourmis, les termites et les abeilles sont toujours de bonnes sources de nourriture. En plus, bien sûr, du miel de ces dernières. Bien qu'il ne soit généralement pas un prédateur vorace et qu'il ne traque pas ses proies, si au cours d'une de ses longues promenades en forêt, il rencontre un lapin, ou peut-être un jeune cerf, l'ours ne laissera pas passer l'occasion d'incorporer une proie aussi savoureuse dans son régime alimentaire, dévorant ces mammifères sans défense, sans le moindre regret. Un seul coup de ses énormes griffes suffit généralement à traquer ses petites proies et à les amener directement dans sa bouche. En plus de devenir occasionnellement un chasseur, si cet omnivore polyvalent trouve une carcasse sur son chemin, il n'hésitera pas non plus à devenir, au moins momentanément, un charognard, dévorant toute la chair de cette victime de la faune active du Grand Canyon. À l'automne, lorsque les jours les plus maigres approchent de leur foyer, l'ours augmente considérablement ses besoins nutritionnels, consommant jusqu'à 20 000 calories par jour, soit l'équivalent d'environ 7 kg de viande. Bien que de telles préparations puissent donner l'impression que le mammifère se prépare à entrer dans une hibernation profonde, la vérité est qu'il n'hiberne généralement pas, mais sombre plutôt dans un état de somnolence dont, contrairement à l'hibernation, il peut sortir plus facilement. Sachant que lorsque l'hiver arrive, ses sources de nourriture seront réduites à presque rien, l'ours noir accumule d'importantes réserves de graisse qui l'aideront à supporter l'une des saisons les plus exigeantes du canyon. En particulier en vivant sur les terrains les plus élevés, où le thermostat peut descendre jusqu'à moins 9 degrés Celsius et les chutes de neige sont courantes. En plus d'une fourrure douillette et d'une épaisse couche de graisse, l'ours sait qu'une partie de sa survie dans le froid extrême dépend d'une maison confortable où il peut s'abriter de la brise glaciale. Ainsi, à mesure que les jours blancs approchent, le mammifère, à l'aide de ses longues griffes acérées, commence à façonner sa tanière d'hiver. En règle générale, un bon endroit pour s'abriter se trouve sous un système racinaire où les racines offrent une protection supplémentaire. Alors que les ours mâles doivent s'assurer que leur tanière est suffisamment confortable pour eux, les ours ont une tâche un peu plus difficile. Elles donneront naissance au milieu de l'hiver glacial et ont donc besoin d'une tanière suffisamment spacieuse. Lorsque les chutes de neige commencent, l'ours se réfugie dans sa tanière et recouvre l'entrée de son abri avec de la terre, des branches ou même de la neige, essayant de maintenir la chaleur à l'intérieur et d'éviter les prédateurs. Après environ 6 mois de gestation, l'ours sait bien que l'arrivée de l'hiver signifie que ses petits sont prêts à naître, alors elle a fait ses devoirs en prenant suffisamment de poids pour pouvoir les nourrir, même pendant ce qui sera un long jeûne pour elle. D'un moment à l'autre, le miracle de la vie se produit et l'ours met au monde 2 petits oursons. Pesant à peine 350 grammes, les minuscules oursons naissent sans poils, avec les yeux bleus et aveugles. Il va donc sans dire qu'ils auront besoin des soins de leur mère pendant longtemps. Durant ces jours, enfermés dans la tanière, l'ours les allaite avec son lait maternel nutritif, un aliment qui leur fera prendre du poids, atteignant jusqu'à 5 kg lorsque l'hiver laissera place au printemps. Cependant, au cours de cette période, la mère perd jusqu'à 40% de son poids corporel, en raison d'une famine prolongée et du sacrifice que représente le fait de prendre soin de ses petits. Après des mois à l'abri dans leur maison douillette,
Il est temps de sortir, car le printemps est enfin arrivé, remplissant chaque recoin du canyon de couleurs. Avec la fin des hostilités hivernales, les oursons sortent de leur abri et voient leur habitat pour la première fois. Alors que leur mère est impatiente de dévorer littéralement tout ce qui se trouve sur son passage, les petits ours sont curieux de tout ce qui les entoure, car chaque fleur et chaque arbre sont quelque chose de nouveau pour eux. Malgré son besoin désespéré de nourriture, l'ours ne se dérobe pas à ses devoirs maternels et reste proche de ses petits, leur apprenant à trouver de la nourriture et un abri. L'une des premières leçons est d'apprendre à grimper, car avec leur corps musclé et leurs griffes acérées, aucun arbre dans la forêt ne peut résister à leur talent d'escalade. Leurs compétences en matière d'escalade d'arbres sont essentielles pour échapper aux prédateurs qui ciblent les oursons. Bien que peu d'espèces sauvages puissent attraper un redoutable ours noir adulte dans leur viseur, les jeunes oursons n'ont pas cette chance, et les pumas, les coyotes et même d'autres ours noirs voudront dévorer ces petits mammifères pour l'instant. Bien sûr, tout cela doit être fait pendant que la mère corpulente n'est pas là, car l'ours ne réagira pas du tout gentiment en voyant un carnivore s'approcher de ses petits qu'elle a travaillé si dur à élever. Tandis que l'ours protège ses oursons dans la forêt profonde des hautes terres du Grand Canyon, un oiseau géant observe depuis le ciel, à la recherche de certaines des espèces sauvages qui n'ont pas survécu à l'hiver rigoureux. Avec une envergure de 3 mètres et un poids pouvant atteindre 12 kg, le condor de Californie est le plus grand oiseau terrestre d'Amérique du Nord. Son élégant plumage noir avec des taches blanches sur le dessous de ses ailes, ses grandes pattes grises et son bec ivoire saisissant en font l'une des espèces les plus majestueuses originaires de cette région du continent. L'absence de plumes sur sa tête et son cou témoignent de ses habitudes de charognard inébranlable. Doté d'une vue exceptionnelle, le condor de Californie peut localiser ses sources de charognes désirables jusqu'à plusieurs kilomètres de distance, tout en volant paisiblement d'en haut. De la grosse carcasse d'un bison au reste d'un petit lapin, cet oiseau carnivore vorace arrivera bientôt sur les lieux et profitera du moindre morceau de la proie. Bien qu'il n'ait pas besoin de chasser, trouver ces sources de nourriture substantielle n'est pas une tâche facile, car les volées de condors doivent parcourir de longues distances en scrutant le sol d'en haut. Pour parcourir de telles distances, ces oiseaux profitent souvent des courants thermiques pour planer avec un minimum d'effort, parcourant ainsi des centaines de kilomètres en une seule journée. Ces charognards efficaces s'appuient sur leur connaissance du territoire pour visiter certaines zones où la présence de charognes est presque garantie. De même, dans une démonstration de leur ruse, une autre stratégie pour obtenir de la nourriture avec un minimum d'effort consiste à suivre d'autres charognards tels que les corbeaux et les oiseaux de proie, afin de voler une partie de leur butin. D'autres charognards comme l'aigle royal peuvent être un adversaire coriace dans ces combats pour les carcasses. Souvent, lorsque le reste du troupeau arrive, les autres charognards, se voyant dépassés en nombre, décident d'abandonner la carcasse, laissant la voie libre aux condors de Californie qui font immédiatement leur proie. Quelle que soit la taille de la carcasse, au lieu de se précipiter pour dévorer de grandes quantités de viande, les troupeaux ont un ordre social strict, les individus les plus grands et les plus expérimentés se servant en premier, tandis que les subordonnés attendent leur tour. Alors que le flamboyant condor de Californie observe l'immensité du Grand Canyon depuis l'horizon, à quelques milliers de mètres de profondeur dans cet abîme naturel, parmi les broussailles du désert, le minuscule lapin à queue blanche du désert cherche anxieusement quelque chose à manger. Vivant dans l'un des biomes les plus exigeants de cet écosystème diversifié, le petit mammifère s'est adapté pour survivre dans une chaleur et une aridité extrêmes.
Un exemple de cette admirable adaptation est précisément son régime alimentaire peu exigeant. Composé jusqu'à 90% d'herbes, le lapin intelligent garantit une concurrence quasi nulle pour les ressources avec d'autres herbivores qui préfèrent d'autres aliments à plus haute valeur nutritionnelle. Mais loin d'avoir un régime alimentaire restreint, l'herbivore peut également dévorer des feuilles, des pois, des fruits, de l'écorce et même des branches d'arbustes. Chaque petit geste compte lorsque la seule alternative est de sombrer dans une profonde famine. Comme les autres lapins, cet habitant compact du Grand Canyon mange à 4 pattes, c'est-à-dire sans utiliser aucun de ses membres pour tenir la nourriture, préférant bouger son museau lorsqu'il goûte un bouquet d'herbes ou de fruits. Alors que l'ours noir se gave de grandes quantités de nourriture dans les hautes terres, le petit lapin à queue blanche doit s'adapter à la vie dans l'une des couches les moins hospitalières du Grand Canyon en termes de disponibilité de nourriture. Ainsi, lorsque la pénurie s'intensifie, comme tout lagomorphe, ce mammifère ingénieux recherche même le plus petit nutriment, où qu'il soit, y compris dans ses excréments. Afin de profiter au maximum du peu de nourriture qu'il mange, le lapin n'hésite pas à dévorer ses excréments, démonstration de son désir ardent de survivre. Mais sombrer dans une famine désespérée n'est pas la seule menace qui pèse sur la survie du lapin à queue blanche du désert. Dans leur habitat désolé, le soleil tape sans relâche, avec des températures qui atteignent facilement 40 degrés Celsius en été. Pour contrer ce climat difficile, les lapins ont tendance à rechercher des endroits ombragés pour se reposer, évitant ainsi la surchauffe. Étant donné que l'exposition à une chaleur intense peut entraîner une perte d'eau massive et une déshydratation, rester dehors pendant la journée peut être mortel. En plus de chercher refuge contre le soleil brûlant, pour faire face aux températures difficiles, ils adoptent souvent des comportements haletants et régulent leur métabolisme en fonction de l'environnement. De même, leurs grandes oreilles jouent un rôle important dans la libération de la chaleur, les aidant à ne pas périr dans le climat étouffant. En plus d'être un survivant extrême de l'une des couches les plus punies de tout l'écosystème du Grand Canyon, le lapin à queue blanche du désert a le rôle peu enviable de représenter l'un des piliers de la chaîne alimentaire dans ce paradis sauvage. Il existe d'innombrables prédateurs qui veulent mettre la main sur l'un de ces petits mammifères pesant plus d'1 kilo de viande juteuse. Les aigles de proie, les blaireaux, les coyotes et bien sûr les crotales sont à l'affût des mouvements de ces lagomorphes. Cependant, peu importe le nombre de carnivores désireux de dévorer cet herbivore, le lapin rusé ne sera pas une proie facile. Lors de ses promenades à la recherche de nourriture, le lapin est toujours attentif aux moindres signes indiquant que quelque chose ne va pas. Ici, leurs oreilles pointues jouent un rôle clé, étant capables de percevoir même les sons les plus subtils, même à plusieurs mètres de distance. De même, un sens de la vue avancé permet de surveiller le périmètre, détectant même le prédateur le plus furtif. Lorsque le lapin intelligent repère une menace potentielle à l'horizon, il préfère souvent rester immobile, espérant que sa fourrure discrète l'aidera à disparaître de la vue du carnivore. Lorsque le lapin ne parvient pas à se camoufler avec son environnement et que le prédateur est déterminé à punir l'herbivore de sa morsure, ce lapin aux longues oreilles n'a aucun problème à montrer toute son agilité et à s'enfuir parmi la végétation en convalescence. Même si leurs sprints pouvant atteindre 30 km/h ne font pas d'eux des prodiges de vitesse, en courant en zigzag, ils parviennent à échapper à leurs poursuivants les plus rapides. Malgré l'environnement exigeant dans lequel ils vivent, les lapins à queue blanche n'hésitent pas à se reproduire, étant capables d'élever plusieurs portées par an. La femelle peut donner à son prétendant quelques coups ludiques avec ses pattes avant. Avec une cour réussie, la femelle réceptive s'ouvre à la copulation, qui sera un acte fugace qui déclenchera l'ovulation, ce qui garantit le succès de la reproduction. Après les rapports sexuels rapides, une brève période de gestation de 30 jours maximum commencera, donnant naissance à une portée d'1 à 5 chiots.
Étant donné la période de gestation accélérée, une femelle peut avoir plusieurs portées au cours d'une même saison de reproduction et bien sûr, les mâles s'accouplent avec autant de femelles qu'ils le peuvent. Bien que ce processus de reproduction rapide puisse suggérer une augmentation sans précédent de la population de lapins à queue blanche du désert, la vérité est qu'un très faible pourcentage de ces descendants atteindront l'âge adulte. Quelques mois après leur naissance, et dans de nombreux cas, quelques jours seulement, ils finissent par être dévorés par des coyotes, des aigles ou des serpents. Des petits lapins au fond de la vallée, nous revenons vers les hauteurs des forêts boréales, où les troupeaux de bisons comptent jusqu'à des dizaines de ces énormes bêtes. Pesant jusqu'à plus d'une tonne, le bison est le plus gros animal terrestre de toute l'Amérique du Nord. Avec un pelage dense et laineux dans des tons de noir et de brun, le bison massif apparaît comme l'une des créatures les plus imposantes de tout l'écosystème du Grand Canyon. Son corps large et musclé, avec une bosse proéminente, lui confère également une apparence redoutable qui contraste même dans un paysage plein de vie comme celui-ci. Tout comme le petit lapin à queue blanche est adapté aux conditions difficiles du maquis désertique, l'énorme bison n'a aucun problème à survivre aux températures glaciales qu'il habite, à seulement quelques milliers de mètres en amont du canyon. Grâce à un pelage naturel dense sous forme de fourrure luxuriante, cet ongulé peut rester au chaud même dans les hivers les plus rigoureux, résistant aux ravages des intempéries sans même avoir besoin de chercher un abri. Face aux blizzards glacés, les troupeaux de bisons émergent de la neige blanche sans broncher. Leurs sabots géants et leurs têtes proéminentes sont idéaux pour déblayer la neige et se frayer un chemin à travers les sentiers les plus difficiles. Contrairement aux ours noirs, les bisons ne peuvent pas hiberner. Les troupeaux et les mâles isolés ne peuvent donc pas simplement brûler leurs réserves de graisse et doivent chercher de la nourriture. Comme la couche de neige dans certaines zones de la forêt peut atteindre plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres d'épaisseur, ces mammifères devront patauger dans la neige pour atteindre ces herbes sèches et ces carex exquis. C'est à ce moment-là que leur énorme tête et leurs larges sabots deviennent les outils idéaux pour labourer la neige, déterrer ces herbes succulentes qui, à cette période de l'année, peuvent être un luxe. En bons herbivores ruminants, pour tirer le meilleur parti de chaque touffe d'herbe qu'ils trouvent, les bisons régurgitent la nourriture partiellement digérée dans leur bouche, où ils la mâchent à nouveau patiemment, obtenant ainsi la valeur nutritionnelle maximale. Pour trouver de la végétation sous l'épaisse neige, ces ongulés costauds s'appuient sur leur odorat prodigieux, ainsi que sur leur connaissance avancée du territoire. Tout comme les condors de Californie savent où la charogne est abondante, les bisons astucieux se souviennent des altitudes plus élevées de leur habitat où l'herbe fraîche peut rester disponible même après de longues chutes de neige. Trouver ces rares parcelles de végétation sans neige est comme un cadeau du créateur à ces géants, leur permettant de satisfaire leur appétit, ou du moins une partie de celui-ci, sans avoir à faire de longues fouilles. La connaissance du terrain par la meute est non seulement cruciale pour trouver de la nourriture, mais aussi pour affronter les conditions météorologiques difficiles. Puisqu'un faux pas dans la neige épaisse peut signifier rester coincé dans un blizzard, le chef de meute ouvre généralement la voie, ouvrant une piste que les autres peuvent suivre avec une relative facilité. L'un des avantages pour ces ongulés de vivre dans le Grand Canyon, riche en biodiversité, est peut-être que, si l'hiver frappe durement leur habitat, ils n'ont qu'à descendre quelques centaines de mètres vers un terrain plus bas et profiter d'un climat beaucoup plus agréable, avec un approvisionnement en ressources plus attractif. Compte tenu de leur taille impressionnante, les prédateurs des bisons sont assez limités, mais pas inexistants. Les veaux sont avant tout la cible des carnivores affamés qui, poussés par la faim,
n'hésiteront pas à planifier une stratégie minutieuse qui les amènera à dévorer la chair tendre d'un jeune veau. L'un de ces prédateurs est le féroce coyote, qui s'approche silencieusement du veau sans défense, tant que son énorme mère n'est pas à proximité. Se réfugiant dans sa furtivité, le chien habile s'approche lentement de l'ongulé innocent. Sachant qu'un mouvement brusque peut révéler sa position et provoquer la fuite de sa proie, le prédateur calcule chaque étape de son plan élaboré. Ce que le chasseur n'avait pas prévu, c'était le retour brusque de la mère, qui n'est pas du tout contente qu'un tueur expérimenté comme le chien s'approche de son petit, alors elle court à toute vitesse pour l'attaquer. Et avec des cornes qui peuvent atteindre jusqu'à 60 cm, il n'est pas du tout satisfaisant pour le chien d'avoir une vache embêtante d'une demi-tonne qui le poursuit. Le chien a probablement appris sa leçon. Ne pas s'en prendre à la progéniture de ces ongulés géants. Mais les bisons n'ont pas toujours la chance d'échapper indemnes aux attaques des prédateurs. Vivant sur le bord nord du canyon, dans les forêts boréales, les troupeaux se retrouvent dans le domaine du tout-puissant puma qui, contrairement aux coyotes beaucoup plus petits, ne sera pas intimidé par la présence d'un adulte. Caché dans sa furtivité avancée, ce félin est capable de traquer des meutes de ces créatures imposantes à courte distance, sans même qu'elles aient le moindre soupçon. Avec le veau près de sa mère, le troupeau se sent immunisé contre toute attaque de carnivores, mais ce prédateur vorace ne ménagera aucun effort pour s'assurer une proie aussi désirable. Et, comme s'il s'agissait d'un fantôme, le carnivore, d'un bond, s'abat sur le veau sans défense, qu'il tue d'une morsure directement au cou, sans donner au troupeau la moindre chance de réagir. Comme rester à dévorer le veau devant le troupeau pourrait déclencher une vengeance sanglante de la part des ongulés, le félin sauvage traîne immédiatement le jeune bison évanoui entre ses dents, directement vers un endroit où il peut être éviscéré en toute sécurité. Alors que la meute de ces bêtes colossales pleure la perte de ce qui serait l'avenir du troupeau, le puma impitoyable profite d'une proie substantielle qui durera plusieurs jours. Comme la chasse réussie du féroce puma a déjà été repérée d'en haut par les condors de Californie et que les coyotes ont déjà perçu cette odeur captivante de viande fraîche, ce chasseur habile, afin de protéger sa proie, la cache sous des buissons denses ou entre des crevasses dans les rochers. Avec cette proie enviable, le puma est assuré de sa subsistance pendant plusieurs jours, jusqu'au moment de chasser à nouveau. Après avoir satisfait son appétit très exigeant, ce félin se met au repos, économisant de l'énergie pour sa prochaine chasse. Bien que l'hiver touche déjà à sa fin, pour se protéger des températures encore basses, ce chat sauvage se réfugie dans des grottes et des corniches rocheuses, où il trouve un abri contre la brise glaciale. Une autre de ses adaptations aux journées d'hiver déjà rares est sa fourrure dense, qui le garde au chaud, même lorsque le thermostat dépasse les températures glaciales. Avec l'arrivée tant attendue du printemps, les prédateurs augmentent leur activité, car ils n'ont plus à concentrer tous leurs efforts sur la chasse. L'une des tâches qu'ils effectuent habituellement au quotidien est de patrouiller les limites de leur territoire, laissant des traces d'urine et des égratignures sur les arbres pour avertir les autres membres de leur espèce de leur présence. Avec le dégel provoqué par les affres de l'hiver, d'innombrables cadavres apparaissent à l'horizon, victimes des basses températures. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour ce carnivore strict, cela peut également signifier une augmentation du nombre de rencontres moins que pacifiques avec d'autres prédateurs. L'un de ces visiteurs indésirables est un énorme ours noir qui, après s'être réveillé de sa sieste hivernale et avoir senti l'agréable odeur de charogne, n'hésite pas à envahir le territoire du félin. Avec des proies en jeu et deux prédateurs capricieux qui s'affrontent, la seule chose certaine est que la paix n'est pas une option. Les deux prétendants donneront tout pour mettre la main sur les restes de charogne tant convoités. Le puma s'appuie sur sa puissante morsure et son agilité, tandis que l'ours noir utilise ses longues griffes et sa plus grande taille. L'altercation est brève mais intense, et se termine presque toujours par l'affirmation de la supériorité physique de l'ours noir,
qui finit par se retrouver avec les savoureux restes de charogne. Après cette catastrophe, le puma abandonne cette zone de son territoire à la merci de l'ours, espérant qu'après avoir dévoré ce qui devrait être sa proie, celui-ci partira. La bonne nouvelle pour le félin est que le printemps envahit progressivement son habitat, ce qui signifie une abondance sans précédent de proies, dont il peut se nourrir jusqu'à être rassasié. Dans ce coin isolé du canyon, les cerfs mulets, les wapitis et les mouflons d'Amérique constituent l'essentiel du régime carnivore de ce chasseur chevronné, et il a tout ce qu'il faut pour devenir un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Alors que ces proies sont adaptées à la vie en haute altitude, se cachant dans leur furtivité imprenable, le puma apparaît et disparaît en quelques secondes, semant la terreur. Et à la tuer d'une morsure directe au cou. Possédant des capacités d'adaptation inégalées, ce chasseur n'a aucun problème à descendre dans les basses terres du canyon où les proies peuvent être plus abondantes et les températures un peu plus clémentes. Dans ces biomes plus chauds, leur régime alimentaire s'élargit pour inclure de petits mammifères tels que les renards et les sangliers, et même des rongeurs. Malgré ses voyages fugaces entre les biomes, le puma, fidèle à son nom, préférera toujours vivre en haute altitude. De retour dans son habitat reculé et l'estomac vide, le félin vorace tombe sur une proie quelque peu exotique, mais qui, en plus de rassasier son appétit, lui donne l'occasion idéale de se venger de sa défaite aux mains de ce qui était en réalité un ours noir affamé. Et devant leurs yeux se tient un ourson sans protection dont la mère est partie à la chasse, et l'ourson s'est dangereusement éloigné de sa tanière. Avec une proie aussi accessible que ce petit mammifère, le féroce prédateur se venge, dépouillant l'ours de sa progéniture qui ne le découvrira qu'à son retour à la tanière. C'est tout simplement la nature dans son état le plus pur et le plus sauvage. Alors que le majestueux puma dévore l'ourson sans défense au milieu des broussailles du désert, le redoutable monstre de Gila prévoit de faire la même chose à un petit écureuil. Mesurant jusqu'à 58 cm de long, avec un corps robuste aux pattes courtes et une peau rugueuse recouverte d'écailles, ce reptile est l'une des espèces les plus uniques de la biodiversité du Grand Canyon. La peau de cet habile survivant du désert est couverte de marques irrégulières dans des tons de rose et de jaune, sur fond noir, lui permettant de se fondre parfaitement dans son environnement aride. Bien qu'il préfère passer la majeure partie de sa journée sous terre, dans un terrier confortable creusé par lui-même ou abandonné par son propriétaire, après plusieurs jours sans manger, ce reptile, plus affamé que jamais, se met en route pour satisfaire son appétit. Bien sûr, comme il vit dans la strate la plus chaude de tout le canyon, le monstre de Gila préfère toujours émerger la nuit, ou lorsque les rares précipitations refroidissent son habitat sec. Bien qu'il puisse passer jusqu'à 90% de sa vie sous terre, lorsqu'il émerge à la surface à la recherche de nourriture, il peut parcourir des distances impressionnantes allant jusqu'à 1 kilomètre. Même si ces voyages ne semblent pas si surprenants, compte tenu de l'étonnante lenteur avec laquelle ce reptile se déplace, parcourir ces distances est un véritable exploit et témoigne de sa résilience. N'étant pas particulièrement un sprinter, poursuivre sa proie dans des courses rapides n'est pas une option pour réussir la chasse. Le monstre de Gila doit montrer toute sa ruse et profiter de chaque occasion pour mettre quelque chose dans sa bouche. Pour trouver des proies à portée de main, ce reptile intelligent s'appuie sur un odorat très développé, utilisant sa langue fourchue pour détecter toute source potentielle de nourriture à proximité. D'une agilité douteuse, ce reptile ne rate pas la moindre occasion de dévorer quoi que ce soit sur son passage. Des œufs d'oiseaux, des lézards, des grenouilles, des insectes, des souris et même des serpents. Toute proie qui ne peut échapper à la vitesse inexistante du monstre de Gila devient automatiquement une partie de son régime alimentaire loin d'être sélectif. Bien que ses capacités de chasse puissent être quelque peu discutables, sa morsure toxique compense largement ses déficiences physiques. Dès qu'il trouve sa proie, le lézard se jette sur elle avec ses puissantes mâchoires et commence immédiatement à injecter son venin dans la plaie. Contrairement au serpent venimeux, le monstre de Gila expulse son venin à travers des rainures dans ses dents, ce qui nécessite parfois que le reptile tourne sur son axe pour que la substance se propage mieux et fasse son travail. Pour éviter de mourir de faim,
Ce survivant ingénieux stocke de grandes quantités de graisse dans sa queue, qu'il espère conserver pendant plusieurs jours. À cela s'ajoute un métabolisme lent et un système digestif efficace qui vous aide à absorber tous les nutriments de votre régime alimentaire sélectionné. Tout comme le monstre de Gila sort de son terrier à la recherche de nourriture la nuit, l'obscurité est le moment idéal pour que des milliers de chauves-souris émergent des crevasses entre les rochers et les arbres feuillus et envahissent le ciel du canyon. Avec jusqu'à 22 espèces de ces petits mammifères volants, le ciel du Grand Canyon se transforme en un spectacle naturel unique lorsque l'obscurité plonge ce paradis sauvage riche en biodiversité dans l'obscurité. Évacuant leur dortoir diurne à toute vitesse dès qu'elles assistent au coucher du soleil, les chauves-souris entament un compte à rebours jusqu'à l'aube, moment où elles profiteront de l'occasion pour se nourrir comme s'il n'y avait pas de lendemain. Malgré leur réputation d'être hématophages, c'est-à-dire hématophages, les espèces qui peuplent le Grand Canyon préfèrent renoncer à ce régime alimentaire particulier et concentrer tous leurs efforts sur la capture des millions d'insectes que cet empire sauvage abrite. Au cours de ces chasses nocturnes, les moustiques, les mouches, les papillons de nuit, les coléoptères et tous les autres insectes qui se présentent à eux seront facilement intégrés à leur régime alimentaire. Bien sûr, localiser ces petites proies dans la nuit noire n'est peut-être pas une tâche si simple que les chauves-souris résolvent facilement grâce à leur prodigieuse capacité d'écholocation. Grâce à ce sonar naturel, chaque petit mammifère est capable de localiser même le plus petit insecte jusqu'à plusieurs mètres de distance, ainsi que de se déplacer en toute sécurité, en évitant les obstacles et autres chauves-souris, car, avec le ciel envahi par ces maîtres de la nuit, il peut parfois être quelque peu difficile de s'orienter. Malgré leur petite taille, qui varie de 5 à 40 cm selon les espèces, un seul spécimen est capable de dévorer jusqu'à des milliers d'insectes en une seule nuit, ce qui en fait tous des experts en lutte antiparasitaire. Étant donné leur petite taille, l'une des plus grandes menaces pour la survie des chauves-souris dans le Grand Canyon est la météo. Habitant à la fois les zones désertiques du canyon et les forêts boréales beaucoup plus fraîches, l'adaptation est la clé de leur survie. À chaque saison de l'année, ainsi qu'en fonction du biome dans lequel ils vivent, ces mammifères intelligents peuvent modifier leurs habitudes et même leur métabolisme, en fonction des besoins de leur environnement. Pour rester au frais pendant les journées où les températures augmentent, ces survivants aguerris utilisent des mécanismes de dissipation de la chaleur comme la transpiration, qui leur permettent de vaincre de quelques degrés la chaleur extrême du désert. Lors de ces nuits glaciales d'hiver, où mourir de froid est l'une de leurs principales préoccupations, les chauves-souris se livrent souvent à des mesures de production de chaleur telles que des spasmes musculaires ou le regroupement en grands groupes où jusqu'à des milliers de mammifères peuvent partager leur température. Bien sûr, comme ils passent toute la journée à l'abri, le choix d'un bon abri est essentiel à la survie de ces audacieux aviateurs. Alors qu'en été, ils préfèrent se percher dans des arbres feuillus qui leur permettent de s'abriter du jour tout en restant au frais. En hiver, les grottes profondes et les terriers souterrains sont le meilleur choix pour éviter de s'évanouir à cause de l'hypothermie. Bien sûr, l'un des avantages de vivre dans la mosaïque de biomes que représente l'écosystème du Grand Canyon est qu'ils peuvent migrer d'un climat extrême à un autre, beaucoup plus agréable, en volant seulement quelques centaines de mètres. Ainsi, dès qu'elles verront que leur habitat devient très hostile, les chauves-souris n'hésiteront pas à déployer leurs ailes et à changer de maison. Outre les conditions climatiques changeantes, l'un des défis auxquels sont confrontés ces mammifères volants est la vaste gamme de prédateurs qui rôdent et attendent le moment idéal pour s'emparer de l'une de ces minuscules proies riches en protéines. Alors que la nuit appartient aux chauves-souris, les hiboux ne sont pas loin derrière, sachant qu'au coucher du soleil, des milliers de proies potentielles rempliront le ciel, leur offrant un festin dont ils pourront se rassasier. En tant que chasseur habile, le hibou n'a même pas besoin d'attendre que sa proie atterrisse sur une branche, car il la capture en plein vol à l'aide de ses serres acérées. Certaines chauves-souris ne pesant que 4 grammes, dévorer une seule proie ne suffira pas et le hibou vorace devra faire plus de victimes.
Bien que la nuit puisse être une période d'extase pour les chauves-souris affamées, elles doivent être prudentes pendant leur vol, car une chute au sol peut être fatale. Avec des pattes faibles et des ailes courtes, décoller de surface plane peut être une véritable épreuve, le moindre trébuchement signifiant qu'ils ne pourront jamais reprendre l'air. C'est plus que pratique pour les renards, les coyotes et même les ratons laveurs, qui sont toujours sur le qui-vive, attendant leur chance de chasser l'un de ces noctambules. Alors que le soleil commence à apparaître faiblement entre les montagnes, et après avoir dévoré des milliers d'insectes, les chauves-souris considèrent leur mission accomplie et retournent à leurs abris. Ici, arbres, terriers et grottes seront à nouveau occupés par des milliers de ces mammifères. Ce que ces gardiens de la nuit n'ont pas réalisé, c'est qu'un serpent à sonnette rusée attendait patiemment leur arrivée. Et maintenant, avec les chauves-souris piégées, il est sur le point de consommer son embuscade, attaquant les mammifères avec sa morsure féroce. Pouvant atteindre jusqu'à 2,5 mètres de longueur et pesant environ 4 kg, le serpent à sonnette apparaît comme un chasseur mortel prêt à tuer des rongeurs et des petits mammifères. Habitant confortablement dans les broussailles du désert près de la maison des lapins à queue blanche, ce carnivore secret s'intègre parfaitement à l'environnement aride grâce à sa coloration jaune, brune et noire. Doté d'un organe spécialisé à l'extrémité de sa queue fait de kératine, un produit de la mue cutanée, lorsque cette structure est secouée, le reptile émet son hochet bien connu, d'où son nom. Bien qu'à première vue ce son étrange puisse sembler être un signe avant-coureur de mort, la vérité est que le serpent à sonnette ne fait généralement pas de bruit lorsqu'il attaque, mais l'utilise plutôt comme signal d'avertissement lorsqu'il se sent menacé. Malgré sa réputation de chasseur vorace, la vérité est que ce reptile est loin d'être au sommet de la chaîne alimentaire, étant considéré comme une proie par d'innombrables prédateurs dans l'écosystème sauvage du Grand Canyon. L'une des principales menaces qui pèsent sur ce serpent vient du ciel, sous la forme d'un chasseur habile comme l'aigle royal. Alors que le reptile est caché dans le sable sec, d'en haut, en utilisant sa vision enviable, cet oiseau de proie a déjà repéré sa cible, et, sans hésitation, il plonge vers le serpent à sonnette, dans une attaque rapide dans laquelle le serpent, la plupart du temps, n'a rien à faire pour se défendre car, avec ses griffes acérées, en quelques secondes, l'oiseau le tue en lui brisant le cou. Pour échapper à ces embuscades aériennes infaillibles, le serpent préfère généralement rôder dans des zones couvertes de végétation où il ne peut être repéré d'en haut. Bien que son hochet puisse servir de signal d'avertissement aux autres prédateurs, lorsqu'il se retrouve dans le viseur d'un redoutable aigle royal, il ne lui sera d'aucune utilité. Une chose contre laquelle il peut être efficace est un coyote affamé. Ce prédateur sauvage, comme d'autres carnivores, voit le reptile comme une proie substantielle qui lui permettra d'échapper à une famine prolongée. Il est donc prêt à risquer sa vie pour capturer ce chasseur redouté qui deviendra désormais une proie. Grâce à ses sens très développés, le serpent à sonnette peut détecter toute menace qui s'approche, y compris un canidé furtif comme le coyote. La première réaction de cette survivante rusée sera de rester immobile, essayant de passer inaperçue en présence de celui qui pourrait facilement devenir son chasseur. Cependant, voyant que son camouflage a échoué, le reptile émettra son cliquetis terrifiant en guise de signal d'avertissement, indiquant au prédateur qu'il connaît ses intentions sanglantes. Bien que cette méthode de dissuasion réussisse souvent à persuader le chien d'abandonner son attaque, il arrive parfois, en raison d'une faim écrasante, que le chien sauvage n'ait d'autre choix que de poursuivre sa chasse risquée. Ici, le serpent craintif mais agressif secouera son hochet plus vigoureusement et positionnera son corps en forme de S, se préparant à répondre à toute attaque avec sa morsure mortelle. Bien que ces crocs de près de 3 cm de long devraient être une raison suffisante pour que le coyote cesse de harceler le serpent, le véritable danger de ce reptile réside dans son venin mortel. Capable de provoquer une agonie atroce à la fois chez sa proie et chez ceux qui tentent de l'incorporer à leur régime alimentaire.
Bien que le chien agile ait la supériorité physique, le serpent agressif n'abandonnera pas sans se battre, sachant surtout qu'une simple morsure injectant son venin mortel peut signifier éviter une mort imminente. Alors que les prédateurs du serpent à sonnette peuvent entendre son son terrifiant comme un signal d'avertissement, les proies malchanceuses du carnivore ne sont pas aussi chanceuses. Lors de la chasse, le serpent compte sur sa furtivité pour surprendre les rongeurs, les petits reptiles et même les oiseaux. En général, le serpent attend patiemment que sa proie s'approche de son lieu d'embuscade, restant caché dans les buissons. Lorsqu'un petit lapin ou peut-être une minuscule souris commet l'erreur de marcher près du reptile, il n'hésite pas et d'un bond lance sa morsure redoutée contre le corps de sa proie. En quelques secondes seulement, le venin commence à circuler dans le sang de la proie, suivi de plusieurs minutes, voire de plusieurs heures, d'agonie intense. Lorsqu'il s'agit de petites proies, le reptile peut choisir de les avaler en une seule fois. Mais si la chasse est un adversaire plus gros, le serpent à sonnette abandonne le lieu de l'embuscade et revient plus tard, lorsque le poison a déjà fait sa victime, et peut la dévorer sans aucun risque. Avec l'estomac plein, grâce à un métabolisme très lent, ce carnivore mortel n'aura plus besoin de chasser pendant une longue période, jusqu'à des semaines, afin que les rongeurs puissent avoir un répit momentané de leurs hostilités. Pour se protéger de la chaleur intense, ainsi que de ses nombreux poursuivants, le serpent à sonnette se recroqueville dans un terrier confortable où il restera à l'abri jusqu'à ce que son appétit l'oblige à repartir pour une chasse mortelle. Cependant, même à l'intérieur de son terrier douillet, ce reptile redouté n'est pas complètement en sécurité. Eh bien, certains prédateurs ont entrepris de les attirer hors de leur cachette et de les dévorer. L'un d'eux est le blaireau américain, intrépide, qui, avec son corps robuste et ses longues griffes, est capable de creuser dans les terriers des reptiles et de les ravager d'un coup de patte lors d'un combat rapide. Bien que le serpent acculé se défende, ce mammifère habile a développé une certaine immunité au puissant venin du reptile, de sorte que peu importe à quel point il attaque, il ne cédera pas à son embuscade jusqu'à ce qu'il le dévore. Bien que mesurant jusqu'à 75 cm de long et ne pesant pas plus de 15 kg, le blaireau américain ne donne peut-être pas l'impression d'être un chasseur de serpents voraces, ce n'est là qu'une des nombreuses facettes que cet ingénieux mustélidé peut adopter pour survivre à l'écosystème sauvage du Grand Canyon. Malgré leur apparence frappante, leur fourrure dense aux tons de blanc, de brun et de noir les aide à passer inaperçus dans les buissons qui abondent dans leur habitat, ce qui représente un avantage inégalé lors de la chasse. Son visage triangulaire avec un motif caractéristique de lignes noires et blanches le rend unique, même au milieu d'un écosystème aussi riche en biodiversité. Malgré ses impressionnantes chasses aux serpents à sonnette, l'essentiel du régime alimentaire de ce carnivore se compose de petits rongeurs tels que les écureuils, les rats, les campagnols et les pikas. Bien sûr, pour trouver ses proies, tout comme pour capturer le reptile redouté, il s'appuiera sur ses pattes très efficaces et acérées pour creuser ses terriers. Peu importe à quelle profondeur il se cache, le blaireau sera toujours capable de les traquer en quelques minutes seulement. Alors que le serpent à sonnette attend patiemment que sa proie s'approche de lui, le blaireau, ingénieux, n'a pas le luxe d'attendre que sa nourriture vienne à lui et décide d'agir de lui-même. Pour ce faire, s'appuyant sur son odorat très sensible, il scrute le sol, tentant de percevoir, ne serait-ce que, un signe subtil de la présence d'une proie sous terre. Détectant un terrier potentiel avec son nez et confirmant ses soupçons avec son odorat tout aussi développé, ce chasseur souterrain habile planifie son raid. Même si le chaos semble régner dans ses fouilles rapides, chaque mouvement est soigneusement planifié par le mammifère, qui ne laisse rien au hasard. Parfois, sachant que certains rongeurs ont construit de nombreuses sorties dans leur terrier pour éliminer toute possibilité de fuite, ils utilisent des rochers et d'autres obstacles pour fermer ces voies de fuite, creusant ainsi sans le savoir leur propre tombe. Avec sa stratégie élaborée, le blaireau commence à creuser vigoureusement jusqu'à atteindre les tunnels où se trouvent les rongeurs, qui se croyaient immunisés contre les attaques de tout prédateur à l'intérieur de leur tanière. Une fois sa proie acculée,
Le carnivore utilise ses griffes pour la capturer, l'attrapant d'un simple coup de patte. Au cours de ces embuscades souterraines, le blaireau peut même anéantir une colonie entière de rongeurs sans montrer la moindre compassion pour les jeunes. Malgré ses prouesses de fouisseur, le blaireau polyvalent passe parfois de la traque de proies souterraines à la chasse d'oiseaux terrestres, d'amphibiens, de moufettes, de lézards et même d'insectes comme les abeilles, dont il peut également dévorer leur miel exquis. Dans une démonstration de son adaptabilité sans précédent, lorsque les proies sont plus rares que jamais, ce survivant entraîné ne cherche aucune excuse pour se nourrir de haricots verts, de champignons et d'autres champignons. En plus d'utiliser leurs griffes très utiles pour provoquer la mort de leurs proies sous terre, elles sont également l'outil idéal pour façonner leur terrier. Avec le climat en constante évolution du Grand Canyon, disposer d'un abri souterrain est d'une importance vitale, et le blaireau américain ne ménage aucun effort à cet égard. Une entrée de forme ovale plutôt humble cache un réseau complexe de tunnels qui peuvent s'étendre jusqu'à 10 mètres et atteindre des profondeurs d'environ 3 mètres. Pendant que le blaireau fait le dur travail de creusement avec ses griffes acérées, le coyote attend à proximité, attentif, s'assurant avec sa prodigieuse agilité qu'aucune proie ne s'échappe. Bien que le canidé puisse facilement creuser, il préfère généralement compter sur sa furtivité et sa vitesse pour capturer sa proie, utilisant ses griffes polyvalentes uniquement lorsqu'il est temps de construire un terrier confortable. Avec un corps athlétique, pesant jusqu'à 18 kg, le coyote devient le fléau d'innombrables mammifères de petite et moyenne taille, où les rats, les écureuils, les marmottes, les lièvres, les lapins, les ratons laveurs, les opossums, les pigeons et même les crotales ne peuvent échapper à ses talents de chasseur. Même les petits wapitis et les bisons peuvent faire partie du régime alimentaire peu sélectif de ce prédateur audacieux. Tout commence par une odeur furtive perçue par le canidé, qui, immédiatement suivant la piste, se dirigera vers sa proie. Restant dans l'ombre grâce à son pelage brun-gris camouflé, ce chasseur expérimenté ne se montre que lorsqu'il est trop tard pour sa proie, et le chien sauvage l'a entre les dents. En général, un seul coup suffit amplement à entraîner la mort de la cible. Avec un bond droit vers sa proie, le petit mammifère n'avait jamais la moindre chance de s'échapper face à un adversaire aussi redoutable. Très peu de proies peuvent vivre assez longtemps pour raconter une rencontre avec ce canidé indomptable. Contrairement à d'autres espèces sauvages, où le seul but de la parade nuptiale est la copulation, la vie sociale unique des coyotes permet aux couples de se former même en dehors de la saison de reproduction, démontrant ainsi les liens durables entre les chiens. Vivre en couple offre d'innombrables avantages à ces survivants expérimentés du Grand Canyon. Ils sont capables de chasser des proies plus grosses, comme les jeunes cerfs. De même, défendre leur territoire est l'un des avantages indéniables de la vie en compagnie, car les deux canidés peuvent plus facilement effrayer les autres membres de leur famille qui pourraient vouloir s'emparer de leur domaine. Bien que très capables de défendre leur territoire contre l'intrusion d'autres canidés, lorsque de redoutables prédateurs tels que les pumas ou les ours noirs apparaissent, il est préférable d'éviter une confrontation dans laquelle le couple pourrait être gravement blessé. Bien que ces rencontres avec d'autres carnivores puissent être extrêmement dangereuses pour les coyotes, malheureusement, le plus grand prédateur de ces canidés majestueux ne vient pas de la nature. L'influence des activités humaines dans le Grand Canyon change lentement la vie de ces chiens sauvages, victimes de la fragmentation de leur habitat causée par les routes et autres constructions à proximité de leur écosystème. Avec environ 6 millions de personnes visitant le Grand Canyon chaque année, les rencontres avec ces canidés deviennent de plus en plus fréquentes et ils sont souvent les plus touchés par la situation. Bien que les approches puissent parfois être cordiales, avec des touristes venant nourrir les chiens, ces pratiques altèrent leurs instincts sauvages et peuvent sérieusement altérer leur capacité de chasse car ils considèrent les humains comme leurs fournisseurs de nourriture.
tout comme les coyotes rusés sont confrontés à des défis pour leur survie, les troupeaux de bisons du bord nord du canyon sont menacés par le contrôle humain strict de leur population. L'espèce ayant été presque poussée à l'extinction par la chasse illégale, cette colonie est le résultat de réintroductions contrôlées visant à préserver l'espèce. Cependant, comme certaines études ont révélé le caractère non durable de cette population, les bisons sont actuellement capturés et déplacés, ainsi que chassés par des chasseurs bénévoles autorisés, ce qui aurait pu être évité en cessant la persécution à laquelle l'espèce était soumise. Une autre victime de l'impact humain sur le Grand Canyon sont les monstres exotiques de Gila, qui sont cruellement menacés en raison de leur apparence intimidante et de leur stigmatisation en tant que créatures venimeuses. Mais la vérité est que ces lézards ne représentent pas le moindre danger pour les gens, étant totalement inoffensifs. Même si le scénario peut paraître sombre, la bonne nouvelle est que la faune du Grand Canyon démontre chaque jour son instinct de survie et sa capacité à s'adapter aux situations les plus défavorables. Un exemple de l'irrévérence des espèces sauvages face à l'extinction est le majestueux condor de Californie. Cet imposant charognard était au bord de l'extinction à la fin du XIXe siècle, avec seulement 22 spécimens restant dans la nature. Aujourd'hui, grâce à de nombreux plans visant à préserver l'espèce, il existe plus de 300 oiseaux à l'état sauvage. Bien que l'espèce soit toujours en danger critique d'extinction, sa population croissante représente un espoir dans la lutte pour préserver les autres habitants sauvages de l'écosystème majestueux du Grand Canyon. Avez-vous été émerveillé par la biodiversité et les histoires de sauvagerie, de ruse et de résilience de la faune du Grand Canyon? Alors n'oubliez pas de nous donner votre like et de laisser vos espèces animales préférées dans la section commentaires. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne, vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de nos prochaines histoires sur la faune étonnante de notre planète sauvage. Sans plus tarder, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent eux aussi profiter de toutes les merveilles naturelles que recèle le Grand Canyon. À la prochaine avec d'autres histoires de proies rusées, de prédateurs infaillibles et surtout des histoires de vie sauvage.